notre organisme de formation à Étincelle a comme, je dirais, fondement la phrase de Gandhi, qui est « Devenons le changement que nous souhaitons pour le monde ». Donc on est vraiment à l'écoute de cette cohérence possible entre notre évolution intérieure, notre connaissance de nous-mêmes, chacun d'entre nous, et notre engagement dans le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a cohérence entre les deux? Et comment ça fonctionne? Comment le monde extérieur, est-ce qu'on vit là, joue sur ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et comment ce qui se passe à l'intérieur de nous joue de façon plus ou moins consciente ou inconsciente sur notre manière d'agir dans le monde? Donc l'idée, le premier objectif de cette conférence, c'est d'aller sentir, en fait, à l'intérieur de nous, c'est pour ça que vous allez voir, c'est pas juste une conférence conceptuelle, d'aller sentir à l'intérieur de nous l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les différentes strates géologiques dont nous sommes composés, avec ce postulat que nous avons en nous les mémoires de l'humanité. Et pas juste les mémoires terribles, mais aussi les mémoires de conscience, les mémoires d'ombre et de lumière à l'intérieur de nous, et que nous sommes tous reliés. Voilà. Et donc ça vient toucher aussi à la psychanalyse jungienne, que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui est vraiment cette idée de l'inconscient collectif, des archétypes qui sont en nous. Et plus on est familier avec ça, plus on rentre en relation avec cette tribu incroyable qui est à l'intérieur de nous, et bien plus notre action dans le monde va être consciente. Voilà. Donc ces différentes couches à l'intérieur de nous, elles vont se présenter sous forme de personnages aussi. Vous savez, ces moments-là où on se dit ah, il y a une partie de moi là, qui a très envie de faire ça, mais l'autre partie qui dit non, 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 fais pas ça, c'est trop dangereux. Vous voyez? Donc en fait, la psyché à l'intérieur de nous, elle est multiple. Elle n'est pas unitaire. Et il y a un monde incroyable à l'intérieur de nous, et parfois les parties de nous ne se connaissent pas, ou se méprisent, ou fondamentalement sont toutes persuadées d'avoir raison. Donc finalement, un peu comme ça se passe parfois dans nos rencontres avec l'extérieur. Donc on va aller à la rencontre de ces strates géologiques, on va tenter de mieux appréhender ce moteur d'évolution, mais qu'est-ce qui nous empêche aussi d'évoluer? Et vers quoi on évolue? Est-ce qu'il y a une direction dans notre évolution? Est-ce qu'on va dans le mur, comme certains le pensent parfois? Ou est-ce qu'en fait, on est dans une conscience qui s'élargit, et une complexité qui s'élargit également? Est-ce qu'on incarne nos valeurs? On va tenter aussi de mettre du clair là-dessus, sur les moments où il y a des décalages entre nos valeurs, parce que partout où on intervient, en général, il y a un consensus sur le fait qu'on aimerait tous être dans un monde en paix. Je suis allée en Israël récemment. Ils veulent tous un monde en paix. Et surtout parce qu'ils sont des enfants et qu'ils veulent que la suite de l'histoire pour leurs enfants soit un monde en paix. Et en même temps, il y a des peurs, et en même temps, il y a des croyances, et en même temps, il y a des mémoires. Voilà, donc si on ne voit pas ces endroits-là, il y a une partie de nous qui dit « Allez, faisons la paix », et puis on part au quart de tour dès qu'il y a quelque chose qui peut nous mettre en danger. Et enfin, j'ai rajouté cette phrase en écoutant tout à l'heure Vincent faire sa conférence qui disait « Ce serait bien qu'on soit adulte, et on se comporte parfois comme des gamins de 3 ans qui pensent que les ressources sont limitées sur la planète, ou que le jouet nous intéresse, donc on pique à l'autre. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'être adulte? Et c'est quelque chose que ce modèle va nous permettre d'apporter. Donc le modèle psychosociologique s'appelle la spirale dynamique. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un modèle c'est juste un modèle. Donc comme tout modèle, il n'est qu'un reflet, qu'une perspective sur la réalité. Donc je vous invite à le voir comme ça. Il y a dedans des choses qui vont vous intéresser, d'autres qui vont vous choquer ou pas vous plaire. Je vous invite à les laisser passer. Voilà, c'est juste une perspective qu'on va vous montrer. Et ce qui m'a intéressé particulièrement dans ce modèle de Carl Graves, c'est cette analogie qu'il tente de faire entre l'évolution individuelle de chacun d'entre nous et l'évolution des sociétés. Voilà. L'approche pédagogique qu'on va vous proposer, c'est une approche qui va intégrer des apports théoriques, comme je vous fais là, des transparents pour ceux qui sont visuels, il y aura quelques photos, il y a des mots qui sont écrits, ça les aide à intégrer, ça s'appuie sur les intelligences multiples. Et puis également, on va jouer des situations qui mettent en scène des conflits de valeurs et des conflits de vision du monde qui vont éclairer cette spirale dynamique. Alors, la spirale dynamique.
Donc c'est un modèle psychosociologique. Ça veut dire quoi? Comme je vous le disais, psychosociologique. Donc je suis psychosociologue, c'est un bien grand mot pour dire que je m'intéresse aussi bien à l'évolution individuelle qu'à l'évolution collective. Et d'aller regarder l'articulation entre les deux, c'est-à-dire comment le collectif, la culture, joue sur mes pensées, mes représentations, mes actes, et comment chacun d'entre nous, on peut devenir acteur de l'évolution de nos groupes, de nos institutions, de nos cultures. Il y a toujours eu dans chaque culture des précurseurs, des gens qui tentent de faire changer les choses, et il y en a beaucoup qui sont morts pour ça, d'ailleurs, qu'on a brûlé, certains crucifiés, d'autres. Mais les premiers, ils débroussaillent, et puis après, ça devient la norme, en fait. Et puis, il y a d'autres problèmes qui se présentent. Et je dirais que chaque génération a la responsabilité d'aller, je dirais, avoir de la gratitude pour ce qui a été fait avant, parce que nos ancêtres ont fait un sacré boulot pour qu'on soit là aujourd'hui en vie et assez tranquille. Et en même temps, nous-mêmes, nous avons des enjeux, nous avons des défis. Et nos enfants auront les enjeux et les défis suivants. Voilà. Donc, Carl Graves, il a travaillé pendant une trentaine d'années, il a fait des milliers d'interviews, et ce qui le préoccupait particulièrement, c'est de s'intéresser à la théorie de Maslow, que sans doute beaucoup connaissent, qui est la théorie des besoins, voilà, la pyramide des besoins, de se poser la question, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les besoins? Est-ce que la survie, ça se place avant la sécurité? Est-ce que nos besoins affectifs et de reconnaissance, où ça se place? Donc voilà, c'est à partir de ce travail-là qu'il a élaboré la spirale dynamique, et ça a été continué. Cette spirale dynamique est vraiment mise en action par Don Beck et Chris Cowan, qui en particulier, Don Beck a travaillé en Afrique du Sud et a accompagné les dirigeants dans ce passage difficile de la fin de l'apartheid. Voilà. Donc, vous voyez, c'est dans une dimension pas juste de développement personnel, mais également d'accompagnement des évolutions de culture. Ces travaux ont été repris et intégrés par Ken Wilber, qui était un penseur américain qui cherche à tout intégrer. Voilà, en 2 mots, la spirale. Pourquoi la spirale, hein? Pourquoi ce dessin de la spirale? Parce que la proposition, c'est que l'évolution se fait dans un processus qui intègre de plus en plus de complexité. D'accord? Donc en fait, ça fait comme ça. Mais on va revenir par des points, on va voir, qui ressemblent à ceux d'avant, mais à chaque fois, on est dans une évolution dans laquelle le monde est de plus en plus complexe, de plus en plus large, et qui demande à notre cerveau d'intégrer de plus en plus de complexité. Et l'idée, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, chaque être porte en lui l'histoire qui s'est déjà passée derrière nous. On ne sait pas la suite de l'histoire. La spirale dynamique, c'est un modèle ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des étapes qui vont être proposées, celles qu'on a déjà rencontrées, mais on ne sait pas la suite de l'histoire. Nous, on a tendance à mettre le futur devant et le passé derrière. Il y a des cultures où ils mettent le passé devant et le futur derrière. Et ça m'a juste fait « Ah, yes !» parce que le passé, je le connais. Ok, mais le futur, on y va un peu sans trop savoir où on va. Alors double mouvement, l'évolution. Que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel, on a deux moteurs de développement, je dirais, qui est d'un côté, chacun d'entre nous, on est 7 milliards sur la planète, je crois à peu près en ce moment, on a tous des gènes différents. Moi déjà, ça me scotche. Ça veut dire qu'on est tous invités à être singuliers. Et on a tout ça dans notre vie, c'est quelle est ma singularité? D'accord? Donc il y a un mouvement qui cherche à se singulariser, à se différencier des autres. C'est une première ligne de développement. Et l'autre ligne de développement, c'est la ligne de on a besoin les uns des autres. Déjà, on a besoin les uns des autres, hommes et femmes, pour que l'espèce continue. D'accord? La rencontre est fondamentale. Et on a besoin de la tribu, on a besoin de l'appartenance, on a besoin d'être ensemble, qui est un besoin aussi fort que ce besoin singulier. D'accord? Donc vous voyez deux mouvements qui peuvent donner l'impression que ça va s'opposer. Et Schopenhauer donne cette image assez intéressante des porcs-épics, qui ont froid, les bébés porcs-épics, donc ils viennent se réchauffer les uns contre les autres, et puis là, il y a des épines,
Donc ils se disent non, il vaut mieux que je sois tout seul, et je vais tout seul, et j'ai froid. Et c'est un peu ce qui se passe souvent dans nos vies. C'est quand je suis seule, ben, au bout d'un moment, je suis plus très bien. Donc je vais vers les autres, et si j'ai pas développé mes capacités relationnelles, la conscience et la connaissance de moi, ben ça frotte, ça pique. Donc au bout d'un moment, je dis de toute façon, l'enfer c'est les autres, comme disait l'autre. Donc je repars dans ma solitude. Et l'idée c'est d'arrêter de faire ce va-et-vient pour aller vers un développement aussi bien de la connaissance de soi, à l'intérieur qui je suis, que de ma relation aux autres. Comment ça va entre moi et les autres, et comment notre relation peut évoluer. Et c'est pour ça qu'à Étincelle, on travaille particulièrement sur ce développement relationnel. Pas juste le développement personnel, mais le développement relationnel. Alors, en quelques mots, nous sommes constitués de l'histoire de l'humanité, je vous l'ai dit. Quelles sont les couches qui nous composent? C'est ce qu'on va aller regarder. On va aller regarder aussi un peu dans l'apparition, qu'est-ce qu'ils ont permis dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment d'aller reconnaître que certaines choses qui aujourd'hui nous semblent dommageables, c'est vrai que on travaille beaucoup à l'éducation nationale, on travaille dans les prisons, on travaille dans les hôpitaux, on voit des trucs, on se dit, waouh, ça évolue pas vite. Mais ça a été des progrès à une époque. C'est fou qu'un jour, des gens aient dit il faut que l'école soit libre, gratuite, que tous les enfants aillent à l'école. Ils sont fous, les gens qui ont dit ça, à l'époque, dans le contexte. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, en tout cas dans certains pays. Vous voyez, c'est le mouvement qui est là. Donc il y a cette idée d'aller voir ces couches et d'aller reconnaître à chaque fois ce qu'elles ont apporté à l'humanité et à chaque individu, mais ce qu'elles ont aussi engendré comme nouvelles questions ou difficultés. Et du coup, aujourd'hui, à quoi elles servent? Où est-ce qu'elles existent? Comment je vais en fait nourrir? Mon objectif, c'est pas de vous faire un cours d'histoire. Vous verrez, il y a des approximations. Si vous voulez en savoir plus, vous achetez le bouquin à la fin de la cour, je le dédicace, et là vous aurez les précisions. Mais là, on va aller très vite, on va faire un parcours vraiment... on va pas zoomer sur des endroits, mais juste d'aller voir plutôt comment ça bouge, comment ça évolue, et qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de ça. Et mon objectif, c'est plutôt qu'au niveau individuel, vous puissiez avoir plus de clarté sur comment ça va à l'intérieur de moi, ces différentes couches. Alors, voilà, le dessin de la spirale, et on va commencer ce voyage. Juste un petit mot sur les couleurs. Graves a choisi des couleurs qui n'ont pas une symbolique particulière, qui ne sont pas la même que celle des chakras par exemple, donc ne cherchez pas les analogies. Simplement à gauche, du côté de l'individuation, on est plutôt sur des couleurs chaudes. Et à droite, on est sur des couleurs froides. Donc en fait, ces différents stades vont chacun avoir une couleur et un mot-clé. C'est comme ça qu'on va pouvoir en parler et échanger là-dessus. Ce qui est posé aussi par rapport à la spirale, en fait, c'est que l'être humain et les sociétés se développent, un peu comme les couches géologiques, dans un ordre qui est celui qu'on a pu constater et observer, en tout cas qu'ils ont constaté et observé, dans lequel je me reconnais, même si c'est dans une vision assez occidentale. Voilà, je ne suis pas sûre que ce modèle puisse être universel. Je le dis tout de suite. Mais ce qui est important de voir, c'est que c'est comme un enfant, on n'a jamais vu un enfant apprendre à lire avant d'apprendre à marcher. C'est très rare, je crois. Moi, j'en ai pas rencontré. Donc là, c'est un peu pareil. Il y a des choses auxquelles on accède dans un certain ordre. Et donc, on va partir ensemble, et donc on va repartir au début de l'humanité. Et donc, le premier stade, que vous voyez, alors petit retour en arrière, merci. Le premier stade, ça va être le stade de la survie. C'est-à-dire déjà pour venir s'incarner, pour être sur cette planète, il faut déjà qu'il y ait une envie de vivre, d'accord? Je travaille pas mal en maternité et en crèche, il y a des bébés, waouh, ils ont envie de vivre, quoi. C'est limite parfois des prématurés qu'on les intube pas, et des fois ils ont une telle énergie de vie. Donc, voilà. Il y a une énergie de vie au départ, qu'on appelle instinct de survie, qui est très câblé à l'intérieur de nous au niveau du tronc cérébral, on appelle aussi le cerveau reptilien,
On a tous ça en nous. Et c'est ça qu'on va aller tenter de recontacter, déjà, parce qu'on a tous envie de vivre. Et là, on est en train, vous voyez, de discuter assez tranquillement. Imaginons que tout d'un coup, des flammes arrivent par ici. Toute votre énergie, et la mienne y compris, enfin de ceux qui sont à peu près en bonne santé psychique, va dire où est la sortie. D'accord? C'est ça l'instinct de survie. C'est-à-dire qu'on court-circuite toutes nos réflexions. On va à l'essentiel d'abord. Si on veut continuer de développer notre conscience, il faut qu'on soit en vie. D'accord? Ça peut nous arriver quand il y a des tsunamis, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a, vous voyez, cet endroit où on passe en état de choc, où il n'y a plus rien qui existe que juste le cerveau qui nous dit fuis ou attaque. Ça peut nous arriver, voilà, dans des attentats, mais il faut voir aussi qu'il y a certaines personnes dans nos sociétés qui se retrouvent dans cet état de façon un peu chronique, puisqu'en fait, elles doivent être en permanence dans cet état de vigilance, puisqu'il n'y a pas de sécurité. Et là, on ne peut même pas encore parler d'humanité. Hein. D'ailleurs, on parle de ces SDF en particulier en disant qu'ils sont désocialisés, déshumanisés. De quoi, à votre avis, il y a besoin à ce moment-là? De quoi vous auriez besoin quand vous êtes dans cet espace? Ouais. De sécurité. Oui, merci, j'ai pas dit. Ok, on va vous ramener dans la sécurité. Tout va bien. On a besoin de sécurité. Et quel type de sécurité, en fait? De sécurité affective. Ce dont on a besoin, c'est pas d'explication, c'est pas de paroles. Ouais, en fait, ce dont on a peur, à ce moment-là, c'est de l'inconnu, c'est du truc qu'on n'a pas prévu. Cet endroit où on pourrait mourir. C'est vraiment cette peur de la mort qui est engrangée de façon très archaïque au fond de nous. Et ce dont on a besoin, c'est cette sécurité affective qui nous est apportée par le contact avec l'autre. Par les bras, pas le contact amoureux, hein, mais vraiment le contact de protection. Je suis là et je prends soin de toi. J'ai travaillé avec des gens qui ont, suite à des attentats, vous voyez, cellules de crise qui a suite à des attentats, juste, ces gens, ils ont juste besoin, ok, on est là, on est là, on est là. Jusqu'à ce que ça lâche. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Vous êtes en vie, et on est là. Comment on prend en charge la nourriture? Voilà, donc en fait, au niveau de la spirale, vous voyez que là, le premier niveau, qui est le niveau beige, donc c'est vraiment instinctif survie, il est du côté individuel, parce que chacun d'entre nous, quand on vient au monde de façon singulière, en fait. On coupe le cordon, on lui donne un prénom, et on est là, tout seul. Et ce dont on a besoin, ça va être de cet espace relationnel. Et le premier type de relation qu'on va rencontrer et dont on a besoin, c'est la fusion. D'accord? Cet endroit où toi et moi, on ne fait qu'un. Alors, ce violet, cette fusion, d'après la spirale dynamique, ça arrive dans l'humanité entre 40 000 et 10 000 avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le paléolithique supérieur. Et à chaque fois qu'il y a évolution, c'est toujours en lien avec des conditions de vie qui évoluent. Donc c'est le moment où il y a une vie semi-sédentaire, hein, on a des groupes, des tribus qui se baladent, mais qui commencent à se poser. Des animaux qu'on commence à domestiquer, on commence aussi à fabriquer, on retrouve des armes de chasse. On voit aussi les fresques dans les grottes, l'art préhistorique. C'est une culture orale. Donc qui dit culture orale dit respect des anciens, parce que c'est eux qui ont la connaissance. Okay. Et pourquoi est-ce qu'on va en tribu? Pourquoi est-ce qu'on est au sein d'une tribu? Parce qu'on a besoin de réconfort, de communion, de cette sécurité affective dans un monde qu'on ne comprend pas. Vous voyez, c'est quoi ces orages? C'est quoi ces animaux? C'est quoi ce vent? C'est quoi cette nature? Donc du coup, la tribu est l'espace de sécurité fondamentale. Et d'ailleurs, quand quelqu'un, la sanction à l'époque, si quelqu'un faisait quelque chose qui pouvait mettre à mal la tribu, la sanction c'était le bannissement. Et être banni d'une tribu, c'était pratiquement être sûr de mourir. Sauf si on retrouve une tribu ailleurs. D'accord? Donc vous voyez comment la tribu est porteur vraiment de cette sécurité intérieure.
Et la protection, elle est donnée aussi, pas de façon rationnelle, ce qui arrivera beaucoup plus tard, mais elle est donnée par des rituels, par la magie, par l'interprétation des signes. On cherche à comprendre le monde au travers de signes, d'interprétations, de rituels qui viennent tenter de protéger, de nous protéger du monde extérieur. Quelques photos. Voilà, c'est aussi le moment où on commence à enterrer les morts. Voilà, c'est vraiment la notion d'appartenance à un groupe. C'est aussi la notion, il y a du conformisme aussi. Hein. Nous, dans nos sociétés, on a parfois tendance à idéaliser ces sociétés-là. Et il y a des choses, on va voir, qui nous intéressent beaucoup, et c'est pour ça que le chamanisme est en vogue aujourd'hui. On va voir ce qu'on vient y chercher. Mais il y avait un conformisme extrêmement fort. Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, parce que ça peut mettre en danger la tribu. Les femmes, elles font certaines choses, les hommes, ils font certaines choses. Il y a des rituels, tu ne dis pas, non, j'ai pas très envie d'aller dans la forêt pendant 3 jours. Non, tu y vas si tu veux être un homme. Vous voyez, les choses étaient extrêmement structurées et conformistes d'une certaine manière. Alors, le violet aujourd'hui, où est-ce qu'on le retrouve? On va le retrouver dans l'intimité, dans le couple. Cet endroit où la fusion, c'est vraiment cet endroit où on ne fait qu'un. Il n'y a pas encore de différenciation. D'accord? De même que le bébé ne sait pas qu'il est séparé, qu'il est autre. La fusion, c'est ce endroit où on ne fait qu'un. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va chercher souvent dans le chamanisme, qu'on envie dans ces tribus-là. On travaille pas mal avec ça. C'est cet endroit où il y a une communion avec le un, où il y a une relation avec la terre-mère. Donc dans le couple, dans la famille, et les thérapies aujourd'hui intègrent cette dimension de l'inconscient collectif, cette dimension des mémoires, cette dimension du corps, cette dimension de l'importance de ces rituels, de cette magie, parce que ça joue sur notre psychisme. Vous voyez, donc on vient se référer à ça. La fusion, c'est souvent quelque chose qui a mauvaise cote, hein. Mais la fusion, c'est fondamental entre le bébé et son environnement, et donc particulièrement sa mère. C'est vraiment grâce à cette fusion que l'enfant peut connecter une sécurité intérieure profonde. D'accord? On sait même pas ce qu'il veut le bébé, hein. C'est difficile. Si je sens pas comme si c'était ma propre chair, alors je peux pas en prendre soin. Par contre, si l'enfant grandit et que son environnement continue de faire ça, là, ça va être problématique. D'accord? Et on va voir que le stade suivant, ça va être de chercher la puissance pour sortir de la matrice. Effectivement, au bout d'un moment, dans le monde fusionnel, que ce soit dans sa propre famille, dans l'histoire de l'humanité, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, on se protège du monde extérieur, donc la forêt à côté, il n'est pas question d'y aller, quoi. Parce que le chaman ou la chamane, ses pouvoirs, ils s'arrêtent à la lisière de la forêt, quoi. Et donc, il y a quelque chose qui vient empêcher d'aller plus loin. Et donc, l'évolution de l'humanité par rapport à ça, mais aussi on le retrouve chez le petit enfant, s'il y en a parmi vous qui connaissent des enfants entre 1 et 4 ans, il y a de la puissance, on appelle ça de la toute-puissance, mais avant ça, il y a déjà de la puissance. Et c'est grâce à cette puissance qu'ils vont pouvoir sortir des jupes de leur mère. D'accord? Donc là, c'est aussi grâce à cette puissance qu'on va pouvoir explorer le monde. En fait, il y a un besoin, une pulsion d'exploration et d'aller sentir sa propre puissance. Donc en fait, au niveau de la spirale, on a vu l'instinctif, on a vu le fusionnel. Vous voyez, là, on passe du côté de l'individu. Si j'ai ma sécurité intérieure suffisamment forte, je vais pouvoir aller explorer le monde. Et je vais aller dans la puissance. Donc au niveau de l'histoire de l'humanité, la valeur clé, c'est la puissance. Et à l'apparition du rouge, on situe ça à peu près à moins 10 000 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'humanité? C'est qu'on va vers la sédentarisation, domestication des plantes, émergence de l'agriculture, et donc plus prise en charge par les hommes pour des histoires de force physique. Donc on commence à avoir une économie de production, et les dieux, qui étaient avant plus féminins et masculins, deviennent avec une prépondérance masculine. C'est le culte du héros,
Le travail commence à être organisé un peu plus, alors qu'avant tout le monde était polyvalent. Donc, il y a quelque chose qui se divise au niveau du travail. On commence à voir arriver les premières monnaies, les échanges commerciaux, la métallurgie aussi qui va permettre de construire, de fabriquer des armes. Les villages se fortifient. On passe dans des féodalités où en fait il y a finalement j'ai besoin de protection, où je donne de la protection en échange de services. Donc on passe dans des relations de rapport de force, hein, de servage, etc., des systèmes d'obligation et de services pour trouver la protection. Et on commence à aller vers des destins individuels. C'est-à-dire qu'il n'y a plus juste la tribu, il y en a qui commencent à avoir de la force, de la puissance, qui a envie de conquérir le monde. Et donc on voit apparaître des destins individuels avec de l'enrichissement, de la puissance, du pouvoir, pardon. Et l'émergence de l'ego, on va dire, en tout cas, de la reconnaissance de son identité propre. Quelques photos par rapport à ça. Voilà, c'est l'agriculture qui apparaît, les armes, la puissance. Alors, dans notre culture, le rouge, cette stade de la puissance, on n'aime pas trop, on ne sait pas trop quoi en faire, hein, surtout quand on est dans des espaces non violents. On va voir que ça arrive beaucoup plus tard. Mais on ne sait pas trop accueillir et faire avec des personnes qui sont activées, qui sont dans cette vision du monde que dans la vie, je fais ce que je veux. Okay. Et donc, on assimile, on est souvent dans la confusion entre puissance et violence. Et ça va être intéressant, on va travailler ça dans les ateliers, d'aller clarifier, est-ce que c'est de la puissance ou est-ce que c'est de la violence? Et du coup, comme on est dans une culture qui n'est pas très à l'aise avec ça, dans les films, il y a, waouh, on y est dans cette violence-là, on est dans les bandes, on est vraiment dans cette expression de « c'est moi le plus fort et je te respecte si tu es fort ». Voilà, et donc dans tout ce qui va être aussi prise de risque. Et vous voyez, quelqu'un comme Zidane, qui est plutôt pourtant quelqu'un d'assez posé, eh bien, à un moment donné, on ne sait pas trop ce qu'il a été dit, mais c'était sûrement une histoire d'honneur par rapport à sa famille, et paf, ça a été activé à l'intérieur de lui, il pouvait mettre à mal sa carrière, il a été sanctionné, mais il est venu être activé par « je te bute parce que tu m'as humilié ». Donc c'est en nous ça, on a chacun au fond de nous ça, qu'on le veuille ou non, et c'est grâce à cette puissance, à cet élan vital, qu'on peut aller dans la vie. On va le voir tout de suite avec une situation. Donc le rouge aujourd'hui, c'est parfois associé à la violence, mais c'est l'élan vital qui nous permet d'aller dire « je vais vivre ma vie ». Okay. Et sortir de relations éventuellement d'emprise, qu'on peut voir dans certains groupes, c'est l'enthousiasme, c'est l'élan vital, c'est reconnaître et canaliser la puissance. On va vous jouer une situation maintenant, qui est une situation pour vous montrer comment il y a besoin de cette puissance du rouge, parfois dans certaines situations, pour sortir d'un endroit fusionnel. Okay. Donc en fait, c'est une famille, enfin je vais laisser, voilà, Elodie, c'est toi qui vas présenter ta famille, hein, je pense que c'est ça les personnages qui sont là. Voilà, donc mon mari qui a une... Richard, n'est-ce pas, j'ai monté une entreprise de scierie. Donc on a un petit peu de la forêt et voilà, j'exploite le bois depuis maintenant, ça fait quoi 35 ans qu'on a monté cette petite affaire familiale. Voilà. Et mon fils Grégory, j'ai 22 ans et j'ai fait des études de menuiserie. Et du coup, je travaille avec mon père dans l'entreprise familiale et avec ma mère et avec Sylvie. Donc Sylvie, moi je suis une amie de très longue date de madame et je travaille dans l'entreprise depuis bientôt 15 ans et ça me tient vraiment à cœur. Ok, merci. Donc on va... Voilà, ils vont vous jouer cette scène. Qui se passe, je crois, c'est le moment du café. Hein, voilà. Il est quelle heure? Ah, ça, il est sur la poche. Bien alors, monsieur Blanchard au téléphone, on a le contrat. Génial. Ah, c'est chouette, hein. Ah, tu vois, Grégory, donc premier, c'est toi qui va gérer le projet, ça va être super. T'es content? Ouais. Ah, je suis fier de toi, mon fils. Je pense que je fais pas du tout.
adoré cette facilité là, comme ça, arriver. Ouais, c'est bien ça. Ah, c'est bien. Tu vas continuer notre entreprise. Tu vas voir, ça va être super. On sort le champagne, hein, toi. Allez, je vais chercher le champagne. Ouais. Ah bah tiens, je te laisse ouvrir le champagne. Ah, moi je trouve ça assez beau, hein, ce petit cocon qu'on a réussi à construire. Ok, stop, arrête sur l'image. Est-ce que vous voyez bien la collision des valeurs? Oui. Hein, d'un côté, vous voyez, on n'est plus en termes de bien ou mal, finalement, on peut regarder les choses en termes de, eux, leur vision du monde, c'est quoi? C'est l'attribut, l'importance de cette entreprise qui a permis que la famille soit en vie. Grégory, toi, comment ça va pour toi? J'ose pas leur dire. J'ose pas leur dire. Alors, de quoi il a besoin pour leur dire? De puissance. Hein, il a besoin de prendre le risque. Il n'y a pas d'exercice à faire. Ok, donc vas-y, là maintenant c'est à ton tour. On a peu de temps, donc en fait, t'as 1 minute, non 2 minutes pour l'interview. C'est parti. Ah. Fils, vraiment, je suis fier de toi. Ouais. En fait, il faut que je vous dise quelque chose. En fait, j'ai pris un billet d'avion, je pars dans 15 jours, je pars pendant au moins 1 an, je vais faire le tour du monde et j'abandonne la Syrie. Ah, c'est génial comme ça. Mais attends, Tu plaisantes. Non, je plaisante pas. En fait, j'ai envie de voyager. Je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de faire ça et... non, mais tu peux pas nous faire ça, on compte sur toi. Tu vas pas nous abandonner quand même. Mais enfin, Grégory. Allez, Tu tout te ce qu'on rends a pas fait. compte de la chance que tu as. Mais je vous abandonne pas, je vais... Grégory, avec tout ce qu'on a fait pour toi, tu vas. Non, assieds-toi, mais écoute. Non mais ça. Viens pas nous boire le champagne avec nous, tu vas voir. Non mais... Ça va passer, c'est instantané. Ok, stop, reste sur l'image. Là, il risque à nouveau de voilà. Tu reviens ou tu reviens pas? C'est quoi la risque qu'il prend? Ouais, c'est la séparation, c'est l'éloignement, c'est de faire de la peine, c'est de sortir de la matrice. D'être exclu. D'être exclu, d'être détesté. C'est pas la séparation, c'est la rupture. Oui, alors c'est la séparation, c'est la rupture pour vous, ok. Alors vas-y, prends le risque, parce qu'on va passer au niveau suivant. Vas-y Grégory. Vas-y Grégory. Respect par les hommes, respect par les filles. Allez. Non! Merci beaucoup. On va pas entrer plus dedans, ça va. Le risque qu'il prend, merci, ça va? Comment tu te sens? Ouais! Ça va, hein? Ouais. Ça fait bien. Ouais. Et on est rappelé ici. Ok, d'accord, voilà, c'est se faire rejeter. Le risque qu'il prend aussi, c'est le clash. Hein, c'est vraiment le clash. Et c'est pas évident d'être dans cette puissance-là sans passer dans la violence. Parce que si en face, le père commence à lui dire tu peux pas faire ça, je te préviens si tu pars, je te casse la gueule, etc., il peut aussi partir dans la violence. Voilà, donc c'est canaliser cette énergie de vie en soi pour s'affirmer et oser faire là où ça nous appelle sans pour autant tuer l'autre. Ok? Merci. Allez, on continue. Bravo. Voilà, mais vous voyez un univers dans l'histoire de l'humanité, un univers où on est tout le temps sur des rapports de force, où il y a des dominants, il y a des soumis, où il y a... c'est épuisant, en fait. Hein, que ce soit dans les cours de récréation, dans les familles, dans les quartiers, ailleurs. Un endroit où je dois être tout le temps en vigilance, non pas pour survivre, mais pour ma sécurité. C'est fatigant. Donc ce qui a émergé, c'est ce besoin d'ordre, mais aussi de qu'est-ce qu'on fait sur Terre, quoi. Voilà, de sens. Quel est le sens? Et c'est comme ça, le besoin de transcendance qui a commencé à émerger, la notion d'ordre, mais aussi la notion de bien ou mal. Alors aujourd'hui, on dit, ouais, c'est vrai, c'est pas de la morale qu'il faut dans l'école, c'est de l'éthique. Mais il a bien fallu passer par la morale. Et tu ne tueras point, qui nous semble évident pour nous aujourd'hui, mais ça a mis des milliers d'années. Tu ne tueras point. Waouh! C'est l'émergence de l'acceptation d'une autorité qui est au-dessus de nous
et qui va pacifier nos relations. De règles qui sont au-dessus de nous, qu'elles soient d'ordre théologique, donc c'est l'avènement des religions monothéistes, et non plus des religions panthéistes, où en fait le sacré est partout, mais de religions monothéistes, et c'est l'avènement aussi des États, des nations, des structurations, et c'est lié à l'arrivée de l'écriture également, qui permet de penser plus dans l'immédiateté de l'impulsivité, mais également dans le avant et après la mort. Donc quelques photos par rapport à ça. L'arrivée de l'écriture sumérienne, en l'occurrence. Vas-y, merci. Voilà, la monarchie, le droit divin, vous voyez, l'écriture des places et des rôles de chacun. Parce que quand il y a des places et des rôles, alors on a juste à obéir. C'est pas forcément confortable, il y a des places plus agréables que d'autres, mais au moins je suis protégée. L'avènement des grandes religions monothéistes, les États, et aussi la coercition qui va de pair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit ça c'est bien et ça c'est mal, il existe un Dieu et c'est un Dieu comme ça, etc., eh bien vient aussi l'Inquisition, vient aussi la coercition pour faire en sorte que cette morale soit appliquée. Okay ? Les règles du jeu et aussi donc la police qui va de pair, dont le rôle premier est l'application de ces règles. Voilà, on situe ça à peu près 5000, l'apparition du système de valeurs bleues, avec l'apparition de l'écriture, qui fixe, et c'est intéressant de voir que dans les institutions, quand on écrit, ça permet de sortir des relations de pouvoir. C'est tant qu'il n'y a pas d'écriture, on reste dans des relations de pouvoir. Alors que les écrits viennent dire, voilà les règles du jeu qui sont ici. Tu y vas ou tu y vas pas, tu entres ou non. Mais il y a beaucoup moins du coup de tentation de relations de pouvoir, parce qu'on regarde les règles, on se dit, bon, aujourd'hui de nos jours, on se dit, j'y entre ou j'y entre pas. Il y a une clarté des règles qui régissent nos relations. Organisation des tâches, hiérarchisation, on va arriver à la hiérarchie, on va voir arriver le militaire, on va voir arriver les grandes institutions publiques qui viennent définir les rôles, les places de chacun et l'importance du chef. Okay ? Chacun a sa place, chacun a son rôle, obéissance, discipline, coercition. De nos jours, qu'est-ce qui reste du bleu ? Ben, on le voit encore dans les religions monothéistes, on le voit en fait dans la croyance, dans c'est bien, c'est mal, et dans les dogmes, dans les nations, États, institutions publiques, dans les lois et dans l'exercice, les statuts. Okay. Donc là, on va faire une autre scène. On va faire une autre scène pour montrer la difficulté que c'est parfois de faire appliquer la règle. On travaille pas mal avec les contrôleurs du tramway à Montpellier, qui, donc c'est pas des gens pour qui j'avais une affection particulière, parce que, comme toute rebelle, voilà, j'ai souvent triché en tram et autres. Mais j'ai vu, en allant les accompagner de 10h du soir à 2h du matin en équipe, qui vivent sur le terrain, et notre mission, c'était comment ils peuvent canaliser l'agressivité dont ils sont l'objet, mais également comment ils peuvent canaliser leur propre agressivité. Voilà. Donc c'était l'analyse de pratique sur le terrain assez importante, et j'ai vu l'endroit où ils se faisaient vraiment agresser, non pas, alors on leur disait, mais le prenez pas personnellement, sauf que le prenez pas personnellement, c'est pas toujours facile. Voilà, donc ils recevaient pas mal de mots qui étaient difficiles à entendre. Donc on va jouer une scène qui se passe dans le tramway. Vous êtes contrôleur ? Non, c'est pas vous. Les contrôleurs, vous êtes où ? Ah voilà, nous avons une équipe de 2 contrôleurs, un homme, une femme, et puis le tramway est là. Ok, on joue la scène. C'est parti, c'est pour vous montrer voilà, le bleu par rapport au rouge, comment la loi vient éventuellement essayer de contenir et canaliser l'énergie de la puissance du rouge. Vous pouvez tirer, s'il vous plaît. Pas de ticket, s'il vous plaît. J'ai pas de ticket. Comment ça, vous n'avez pas de ticket, mais contravention? Non, j'ai pas de ticket. Écoutez votre carte d'identité, s'il vous plaît. J'ai pas de carte d'identité. Excusez-moi, vous ne moquez pas de moi, je suis fatigué, donnez-moi votre carte d'identité et votre nom. Je m'appelle Durand. Durand.
Non, je m'appelle Durand, j'ai pas de carte d'identité, je suis en train d'essayer justement d'aller faire ma carte d'identité. J'ai plus de boulot, j'ai plus de maison, j'ai plus rien. Voilà, et encore là, je vais me prendre une amende dans le tramway, alors que moi je peux même pas payer. Ils m'ont même pas, ils me donnent le RSA. Hein, j'ai rien, et qu'est-ce qu'il y a maintenant pour les gens comme moi qui n'ont rien du tout? C'est toujours la galère, c'est toujours comme ça quoi. Et vous arrivez et encore vous allez mettre une amende. Mais bon, allez-y, faites votre boulot. Bon, écoutez, ça ira pour cette fois, si vous voulez. Et la prochaine fois, prenez bien un ticket. Ah bah, si c'est comme ça, moi aussi je suis au chômage, hein, monsieur. Je paye mon ticket. Alors la prochaine fois, je peux dire que je ne vais pas le payer. Ok, merci beaucoup. Ok, donc quel est l'enjeu là? C'est qu'en fait, ce contrôleur-là, il a un statut. Et sa mission, c'est une forme de justice. C'est une règle du jeu qui dit quand on prend le tram, on paye. Okay. Et du coup, est-ce qu'il arrive à la mettre en œuvre? Non. Pas vraiment, ok. Il peut donner un avertissement. Il peut donner un avertissement. D'accord. Ouais. Alors, dans le théâtre forum, qu'on pratiquera dans les ateliers, mais là sur la conférence, on n'a pas le temps d'aller là, on monte sur scène, en fait, on peut dire, moi si j'étais le contrôleur, à ce moment-là, je ferais autre chose, et on essaye, et du coup, on peut aller regarder quels sont les bénéfices, et les limites, et les risques de chaque proposition. Dans le but toujours d'élargir notre conscience, et d'aller dans des capacités de mettre de l'espace entre action et réaction. D'accord? Qu'est-ce qui fait que vous lâchez? Je vois qu'il s'énerve. Ok, alors, essayez de lui mettre la contravention. Vous pensez que vous devez la mettre ou non? Ah oui. Bah allez-y, mettez-la. Ah, allez. Je suis fatigué. Bon, mais essayez de prendre votre carte d'identité pour noter votre nom. J'ai pas de carte d'identité. Bon, écoutez, monsieur, tant pis, on va voir, on va appeler les collègues, puis prochainement, on va appeler la police. Voir, C'est ça, appelez la police, mettez-moi en prison, de toute façon, j'ai plus rien, j'ai plus de travail. Hein, moi j'ai plus d'argent, alors en plus il faudrait que je paye le tramway. Normalement ça devrait être gratuit pour les gens comme moi le tramway. Je devrais pas payer. Monsieur, moi je fais mon travail, je ne peux pas vous laisser prendre le tram sans payer, donc voilà, au prochain arrêt vous descendrez avec moi. Ouais, travail, ça te plaît comme travail ça? Ça te fait bien de mettre des amendes à des gens comme ça. Monsieur, ça te fait demander, elle est contente ta femme? Ok, stop, on reste sur image, voilà par quoi ça va, souvent, donc du coup... Ouais, ça va dans l'endroit du duel. Vous savez comment ça pourrait revenir dans le rouge? Dans la puissance. Donc c'est super chaud cet endroit. On ne peut pas repartir dans la puissance. Donc son point d'appui, c'est la loi. C'est le tiers. C'est voilà, soit il paye, il se passe ça, soit il paye pas, il se passe pas. D'accord? Mais là, du coup, en face, voilà, il risque de recevoir des flèches, et s'il les prend, il va partir dans la... Tu tentes juste de le... Même s'il lui attaque, voilà, tente de canaliser, c'est parti. Ouais. Alors, garde les cheveux. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, ne me parlez pas comme ça, c'est que moi je suis sur mon travail. Bon, écoutez, si vous voulez, je suis ouvert à la chose, c'est pas un souci, d'appeler les collègues. Ok, du coup, on va descendre avec nous au poste, monsieur. Une fois, la règle, c'est la même pour tout le monde. Je suis désolé. Ça te fait bander de tes conférences longtemps comme ça. Si vous voulez. Ok, merci. Ok, super. Oui, c'est un endroit qu'on ira travailler. Parce que c'est vraiment cet endroit où, en tant que parent, parfois, on est mis à mal. Vous voyez, avec les ados ou avec les 3-5 ans, là. Et à un moment donné, tu vas t'en prendre une. Et après, on se dit, mais c'est pas ça que je voulais faire. Donc, qu'est-ce qui a été activé en nous? Voilà. Donc, c'est cette puissance, et dans laquelle le tiers, que ce soit le collègue qui vient prendre le relais, donc c'est ce qu'il pratique par exemple, le contrôleur, qui vient prendre le relais, ou bien voilà, soit vous le faites, soit vous le faites pas, et puis de laisser glisser. En fait. Ok, merci beaucoup, super. Alors, ensuite, voilà, il y a cette arrivée de cet espace d'ordre qui vient pacifier. Vous voyez, c'est du côté de la spirale, c'est du côté de la relation. C'est comme le code de la route, qui nous paraît aussi assez évident. Et vous voyez, quand il y a un 40 tonnes qui arrive, et que le feu passe au rouge, le piéton, il peut passer. Et ça, c'est une chance. Moi, j'ai une jouissance incroyable à chaque fois que je passe, et que la voiture s'arrête. Il y a des pays, il vaut mieux pas faire ça, en fait. Voilà. Parce que, voilà, en Chine ou ailleurs, parce qu'en fait, cette règle-là n'est pas intégrée de la même manière, donc ça demande une vigilance de tous les instants.
Donc rien que ça, cette acceptation on s'arrête au feu rouge, ça a demandé de nombreux milliers d'années, je dirais. Mais du coup, on a des règles qui sont posées, et à votre avis, quelle est l'étape suivante? C'est que les règles, en fait, elles ne sont pas forcément justes. Elles sont basées sur des croyances, elles sont basées sur du dogme, et que ce qui va émerger, c'est pourquoi. Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi on fait comme ça? Donc c'est le pourquoi de l'enfant, mais c'est aussi le pourquoi c'est le fameux « et pourtant elle tourne ». D'accord? C'est-à-dire que ça va être le besoin de comprendre. De comprendre. Donc c'est l'arrivée de l'intellect aussi, du mental, qui va nous embêter par la suite, mais pour l'instant il est bien utile, de comprendre, de trouver des réponses à des questions qui sont basées sur l'observation et plus sur des croyances. C'est plus la Terre est le centre de l'univers, parce que nous sommes le centre de l'univers, c'est et pourtant elle tourne. Je l'ai vu dans l'appareil, quoi. Et ils s'y prennent à plusieurs fois, parfois. Parce que c'était super risqué de dire ça. D'accord? Et il y a aussi, on n'a plus envie d'être charpentier comme son père, on n'a plus envie de rester juste dans ses règles, vous voyez, on est à nouveau du côté où ça peut enfermer, c'est plus la fusion, mais c'est les normes qui viennent enfermer, et du coup on va rechercher des opportunités de croissance, de progrès. L'idée qu'il y a une évolution individuelle qui est possible, et qu'on peut rêver d'une vie meilleure ici et maintenant, et pas juste dans l'autre monde. D'accord? C'est maintenant que je veux explorer, c'est maintenant que je veux comprendre. Mais pas juste basé avec la puissance, mais avec les règles du jeu qui sont déjà définies. Et là, ce qui va émerger, c'est la raison, c'est la réflexion, c'est la capacité à s'observer, à observer le monde, et à comprendre, à analyser, à voir les effets, les causes et les effets. Et c'est l'avènement, donc tu peux y aller, c'est l'avènement on n'est plus en termes de bien ou mal, on va passer en termes de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. D'accord? Et donc, on va voir arriver, donc on estime que ça a émergé à peu près il y a 300 ans, même si les dates que je vous donne, c'est vraiment très... c'est des repères, mais on voit des prémices de chacun des courants et des stades avant. Mais c'est simplement des moments où vraiment ça commence à prendre place. C'est le moment de l'arrivée de l'imprimerie. Et donc l'imprimerie va permettre une diffusion, un échange des idées, une démocratisation des savoirs. C'est le moment des grandes découvertes. On va partir en bateau, c'est le moment des échanges commerciaux, il y a une classe bourgeoise qui émerge, énormément de progrès technologiques et matériels, et on n'est plus sur le droit divin et on est roi de père en fils, où on est sur le début il y a le mérite personnel qui vient comme moteur en fait, les compétences, le travail. Donc la notion d'échelle sociale, et puis donc en France, en Occident de manière générale, en France en particulier, le siècle des Lumières et l'encyclopédie qui est construite. Donc une époque assez étonnante. Voilà, quelques photos juste pour décrire ça. Déclaration des droits de l'homme. Et puis Léonard de Vinci avec remettre en fait l'être humain au centre. Hein, la singularité, l'individualité, on va aller vers le fait que chaque personne apprenne à lire, à écrire. Ça va être le début de la démocratie, voilà, l'imprimerie. Donc ça va être toute l'émergence progressive d'États démocratiques avec cette idée du droit de vote, d'aller imaginer que chaque citoyen va pouvoir voter. Ça n'est pas évident, hein. Mais c'est juste une évolution incroyable. La notion de citoyenneté, la notion de justice, qui n'est plus une justice de droit divin, mais une justice faite par les êtres humains, dans laquelle il peut y avoir des circonstances atténuantes, dans lequel il y a un juré, dans lequel il y a des témoins, dans lequel il y a un procès. L'éducation et la science, l'avènement de la science, avec toute cette réflexion, entre autres autour de la médecine, par exemple, sur des études qui peuvent être faites pour qu'est-ce qui marche pas. Donc on est vraiment dans une culture de l'efficacité basée sur l'observation. Ok?
Alors avant de passer au vert, eh ben, puisqu'on est dans le orange, alors le orange, cet espace de raison, c'est un espace qu'on connaît bien, nous, en France, en Occident, parce que c'est l'espace dans lequel on baigne en permanence. On est dans des débats intellectuels, on argumente, on est dans des débats d'idées. Voilà, donc on arrive vers la fin de cette réunion. Vous aviez des informations à nous transmettre sur les entrées. Oui, voilà. Alors oui, j'aurais voulu qu'on réfléchisse à la possibilité d'améliorer en fait l'entrée des enfants pour qu'on optimise un petit peu cet endroit-là, parce qu'il y a des problèmes en fait. Comme vous le savez, l'entrée de l'école est près de la route, il y a juste le trottoir. Alors quand les enfants arrivent le matin, je vois bien quand même, je vous arrête tout de suite. L'entrée des enfants se fait à partir du portail vert, et là les parents ne rentrent pas. Voilà, oui, alors c'est la règle de l'école, voilà. Et les parents. Non mais justement. Le petit Minot s'est fait renverser quand même. En fait, oui, alors la mère du petit Minot, la règle c'est que les enfants marchent sur le trottoir et pas sur la route. Hein, on est bien d'accord. Oui, mais en fait, excusez-moi, le petit Minot, je le renverse justement. Si ses parents le cadrent un peu plus, ce serait un peu plus facile. Ok, stop. Donc, pas évident hein, d'aller finalement. Ça vous pensez que ça allait passer facilement? Voilà. Donc en fait. Ok. Donc on passe dans ce qu'on appelle un dialogue de sourds, qui s'appelle le oui mais. Ok. Oui mais. Et on fait du combat d'arguments. Puis en général, au bout d'un moment, voyons, tenter autre chose. Qu'est-ce qui pourrait tenter pour se donner plus de chances de réussir à ce que ça évolue? Leur proposer d'être présent lors de la rentrée. Pardon? Leur proposer d'être présent lors de la rentrée, qui voient justement comment ça se passe. Leur proposer d'être présent lors de leur entrée, d'accord. Que la directrice puisse se projeter en tant que parent, amenant son enfant et se mettre dans leur rôle à eux. D'accord. Donc vous voyez toutes les pistes qu'on pourrait, oui. Qu'elle écoute aussi. Qu'elle écoute. Que ce soit l'écoute, c'est un peu. Qui ça? La directrice. Alors voilà. En fait. Qu'elle reçoit. Donc du coup en général on aimerait bien que les autres changent. Et là on est mal barré parce que donc en fait ce travail ça va être justement, donc on va l'arrêter là pour voir que cet endroit-là il va nécessiter d'aller passer dans l'étape suivante qui va être l'intégration de l'écoute. Or, dans le monde rationnel, dans le monde orange, dans le monde de la liberté individuelle, on vit l'écoute en général comme perdre du terrain. Si je commence à écouter l'autre, c'est fini quoi. En plus, si je reformule ce qu'il dit, c'est mort. Donc en fait, on est en permanence dans oui mais, et pendant que l'autre parle, on l'écoute pas en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On prépare le prochain argument. D'accord. Donc ça aussi, c'est très fatigant et très inefficace. Donc ça va être les limites de cette culture individualiste, même si elle a apporté énormément, puisqu'on peut aller chacun d'entre nous vers beaucoup plus de choix individuels, ça amène aussi cet endroit de beaucoup plus de risques, de rapports de pouvoir qui ne sont plus les rapports de pouvoir par l'emprise et la force, mais par le mental, l'argumentation, la contre-argumentation. On va s'arrêter là parce que le temps nous presse, merci. Donc du coup, ça va nous emmener à l'endroit du passage de ce monde qui était basé sur la compétition, l'excellence, le progrès, qui a été énorme pour faire évoluer l'humanité, mais une sorte de fatigue de cette nécessité, de cette pression d'être toujours le meilleur. On le voit beaucoup avec les adolescents aujourd'hui, comme un ras-le-bol de devoir, tous les matins, on leur demande qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, quoi, en gros. Et en gros, avant, ils pouvaient dire, moi je serais charpentier comme mon père, ou moi je suis une fille, de toute façon, je ne pourrais pas faire d'études. Maintenant, ils ne peuvent plus dire ça. C'est comme si tout leur est ouvert, c'est de leur responsabilité. Donc, soit ils marchent dedans, soit ils sortent et ils passent en mode dépression. Donc, on voit que la dépression et le stress sont les deux mots de notre époque, ils sont très liés à cette culture-là. Okay. Donc, fatigue, stress de l'excellence, de la compétition, de la rationalité à outrance, où il faut tout évaluer, il faut tout expliquer, il faut... Voilà, de la consommation du trop-plein, de l'individualisme et des inégalités, aussi cet endroit où il n'y a pas de sens. Et donc, il y a une recherche de pouvoir être plus authentique, en fait, et c'est ce qu'on trouve dans ce genre de lieu, ici. Enfin, on peut se poser et juste partager, sans s'engueuler,
dans l'échange ou le dialogue qu'on recherche, c'est un dialogue où j'écoute l'autre parce que je m'enrichis de sa différence et que j'ai rien, c'est ce que disait Vincent tout à l'heure, on ne cherche pas à convaincre, on cherche juste à partager notre expérience, notre vulnérabilité, notre recherche, et du coup c'est beaucoup plus nourrissant, et du coup on s'autorise plus à écouter. Recherche d'authenticité, de dialogue, de paix et d'intégration communautaire. Alors l'apparition du verre, donc vous voyez le verre il se situe du côté du collectif. Après être allé loin dans l'individualisme, on en voit les limites. Les limites c'est bien d'être le meilleur, quoi. Mais si je suis tout seul, et que le monde va mal, au bout d'un moment donné, même si on a plein d'argent et qu'on est tout seul dans sa maison de 500 mètres carrés, c'est pas si fun que ça finalement. Donc il y a un endroit où souvent ça passe par des événements de vie d'ailleurs qui sont pas faciles, qui peuvent être des burn-out, ça aussi c'est le mot du siècle, c'est je n'arrive pas à arrêter la machine, donc jusqu'au moment où je brûle. Et donc du coup on va passer progressivement vers un endroit où on va aller rechercher plutôt le groupe comme un groupe d'appartenance, mais plus comme un groupe d'appartenance dans la fusion, où en fait dans la fusion il n'y avait pas de 1. Le groupe vert, le groupe d'appartenance est basé sur le pluralisme et l'empathie. C'est-à-dire qu'on va être dans des groupes où chacun va pouvoir être dans son témoignage de son expérience de vie. Ok ? Alors, quelques mots sur l'émergence du verre. À peu près il y a 150 ans, ce qui a été le moteur de ça, on le retrouve en particulier dans le terme créatif culturel, que certains connaissent peut-être, c'est cette émergence d'une relation avec la nature qui ne veut plus être une relation. Vous connaissez bien le verre, parce que je pense qu'on est dans une culture qui est verte ici. Vincent tout à l'heure nous en parlait, on est exactement dans l'émergence du verre et après, c'est-à-dire on se sent concerné par la nature, on n'a plus envie d'exploiter la nature. D'accord ? On sait qu'on a des ressources finies, on n'a plus envie juste d'être dans le court terme. On veut aller vers du développement durable. On veut être dans du commerce équitable, on veut être dans une recherche de paix, et pas dans gagner à tout prix. Donc se développent des choses comme la communication non violente, se développent des choses comme la gestion constructive des conflits, tout ce qui est groupe de parole, thérapie, etc. On n'est plus juste dans réussir, on est dans vivre ensemble. Et ça, on le voit apparaître au niveau de l'éducation nationale aujourd'hui dans les textes. Pas encore beaucoup dans les pratiques, parce qu'il y a toujours un temps, hein. Mais dans les textes, c'est déjà là. Et bonne nouvelle parce qu'on peut s'appuyer dessus. Pareil dans les hôpitaux, pareil dans les prisons. Il y a vraiment des points d'appui déjà qui arrivent, qu'on va vers un respect de l'intégrité physique et psychique de chacun. Donc ça, de mon point de vue, c'est une bonne nouvelle. Je reviens juste en reste. Voilà, l'autogestion dont on a parlé, et simplement, chez les Verts, il y a vraiment un souci, une volonté de tellement respecter chacun d'entre nous qu'on va vers une décision par consensus. Et ça prend du temps. Du coup, c'est pas forcément évident à mettre en lien avec l'action. Parce que comme enfin j'ai un espace où je peux dire moi je suis pas complètement d'accord là, je me sens pas trop et j'aimerais qu'on en parle un peu et comme on respecte chacun, on va dire ok bah vas-y, dis-nous, bah voilà, je voudrais dire que là, la dernière fois que tu m'as parlé, enfin j'exagère, je vous caricature, et vous connaissez ça, cet endroit où le bleu, la règle, l'ordre, le chef, n'en veut plus, parce qu'on en a souffert. Et du coup, le cadre, il nous frotte et on n'aime pas trop. Et c'est l'endroit du verre qui a ses limites. Et donc, continuons. Juste, voilà, nature, quelques photos, méditation, bien sûr, commerce équitable. Voilà, émergence d'une... Voilà, je vois la génération de mes parents, ils pensent en termes de la France. Ils ont vécu la guerre. La génération, on a pensé l'Europe. On a participé à la construction de l'Europe. Et mes enfants, ils sont citoyens du monde. Voilà, on sent que l'espace s'élargit. Parce qu'il y a une compréhension systémique qui est que ce qui nous arrive concerne les autres et qu'on voit bien de plus en plus que les choses sont reliées. Voilà, des rassemblements de plus en plus justes, un peu comme dans le violet avec la sensation du 1, mais dans lequel en fait chacun peut faire ce qu'il veut.
oui, comme les Rainbow, je ne sais pas si vous avez entendu parler, comme Burning Man aux États-Unis, ces endroits où on est dans la créativité, il y a une grande liberté, ces espaces, comme celui-ci, l'espace des possibles, où on est vraiment dans l'accueil de cette créativité de chacun. Faisons la révolution nous-mêmes. Merde, il va falloir cogner plus fort. Voilà. Et du coup, on va... Le verre aujourd'hui, ben voilà, je vous disais en 2 mots, vraiment, on n'est plus dans la pensée qu'il y a une réalité indépendamment de nous. On commence à capter au niveau de notre conscience que ce qu'on voit, ce qu'on observe et ce qu'on interprète est lié à nos filtres. Et nos filtres, c'est notre histoire individuelle, collective. Donc, on s'intéresse de plus en plus à la subjectivité, à l'intériorité, au pluralisme, l'empathie, qui est la capacité à entendre, à imaginer, ressentir ce que ressent l'autre, mais pas comme dans la fusion où j'ai froid, mets ton pull. Vous voyez, c'est plutôt t'as froid, mets un pull, quoi, et moi j'ai chaud. Voilà. Donc on peut être différent. Éloge de la diversité, aussi bien au niveau écologique, et un souci vraiment de prendre soin de cette diversité comme ayant un sens. De l'intersubjectivité, c'est-à-dire ton expérience nourrit la mienne et la mienne nourrit la tienne. Tout ce qui va être médecine alternative, soins palliatifs, on n'est plus juste dans la médecine, commerce équitable, nourriture biologique, etc. Et on sort de la notion de rapidité, où il fallait tout faire vite, parce que c'est comme ça qu'on gagnait, pour aller vers la lenteur, la simplicité, la sobriété dont parle Pierre Rabhi. Et si on revenait à des choses plus simples et moins chères? Voilà. Et on sent que ce mouvement, il est bien en train d'émerger. Ok, juste on fait cette situation. Allez-y. Donc, dans un monde orange rationnel, comment accompagner avec l'empathie? Donc ça se passe dans une maternité, je crois que vous venez d'accoucher. Ma femme vient d'accoucher, on est très heureux, c'est notre premier enfant, c'est merveilleux. C'est la sage-femme qui les accompagne. Moi, je suis le médecin. Moi, je suis contente. Nous ressentons. Alors ça va, tout se passe bien? Ouais, j'aimerais bien rentrer chez moi. Ok. Vous ne vous sentez pas bien en fait? Ouais, je veux partir, j'aime pas l'hôpital et puis c'est bon, centré, à rentrer avec mon mari et le bébé. Je pense que c'est bon, là, j'ai envie de partir d'ici. Genre, on peut trouver quelque chose pour nous. Je vais en toucher de mon médecin. Ouais. Ouais, mais je veux partir vraiment. Je regarde. Ouais, je peux faire mes affaires. Regardez votre taux. D'accord. Vous devez rester encore 2 jours sous surveillance. C'est parce que c'est par rapport à vous, c'est pour pas qu'il reste en manger à casser. Mais je vais faire attention, mon mari va bien s'occuper s'occuper de attention. moi. C'est important, c'est vrai, j'ai l'impression que... Excusez-moi, écoutez, il y a un moment donné, si on sait ce qu'on fait. Et moi, je sens dans mon corps que je peux rentrer à la maison et que mon mari va me s'occuper. Oui, il faut un Et je vais me reposer. Ok, merci. Donc ça, c'est la phrase clé. Pour le médecin, je sens dans mon corps, ça n'a juste aucune valeur. Pour un médecin allopathique, en Occident. Voilà, donc en fait, on est dans ce conflit entre d'un côté les chiffres. Vous voyez, c'est plus la norme bleue, c'est bien, c'est mal. Hein. C'est non, avec ce taux-là, il y a un risque. Vous avez 82% de chance de refaire une infection. Et si vous allez, voilà. Et du coup, en face, on a un début de tentative d'accompagnement, d'empathie, qui n'est pas évident. 82% de chance. Oui. Je vais vous dire, monsieur Durand. Voilà, ok, on va les laisser gérer ça. Merci, c'est bon, on les applaudit. Vous voyez, c'est avec l'émergence de ce système de valeurs vert, donc basé sur l'empathie et le pluralisme, que sont arrivés les soins palliatifs. Parce que là, il y a une réintégration de l'humain. Et un médecin, quand il n'y a plus rien à faire pour le malade, il sort de la chambre. C'est pas le même métier. C'est pas, les médecins, on travaille pas mal avec les médecins, juste. Même un enfant, une mère qui,
quand un enfant va mourir ou un patient va mourir, ils s'en vont. Et c'est juste cruel. Donc qui s'occupe des gens qui passent? Et donc tout le travail d'accompagnement et en soins palliatifs entre autres, mais aussi en crèche ou en maternité, c'est un travail d'humanité, d'empathie, avec une tentative de plus en plus de respecter les désirs, les volontés, les souffrances, les peurs des personnes et des familles. Voilà, donc ça c'est aussi de mon point de vue une bonne nouvelle, même si c'est quelque chose qui a besoin de se déployer. Donc voilà, pour finir en fait simplement de voir que chaque stade s'est développé en opposition au stade précédent. Et que par exemple pour aller dans la raison et la science, la démocratie, il a fallu vraiment lutter contre les religions. Vous voyez, la séparation de l'Église et de l'État, ça a été traumatisant, je dirais, pour les gens de cette génération-là. Donc on leur parle de spiritualité et de trucs qui disent purée, reviennent en arrière. C'est ce que Ken Wilber appelle la confusion entre le pré et le post. C'est-à-dire pour les médecins, pour la médecine alternative avec le tambour chamanique ou autre, c'est au secours. On revient à des pratiques ancestrales. Parce qu'il n'y a pas la conscience qu'en fait, il y a une progression qui n'est pas un refus de la médecine allopathique ou que sais-je, mais qui est d'aller plus loin. Et pour les gens rationnels, par exemple, au-delà de la raison, il n'y a rien. Parce que quand on est habité par un certain niveau, on ne voit pas les niveaux suivants. Donc ça peut expliquer le nombre de tensions qu'on peut avoir. Et en France, on est assez fort pour avoir d'un côté les gens qui sont pour les médecines alternatives et de l'autre côté les allopathes. Il y a d'autres pays où il y a beaucoup plus de communication entre ces visions du monde. Et c'est ce que propose le deuxième cycle, qui est, et c'est ça que j'appellerais, qu'est-ce qu'un adulte? Un adulte, c'est quelqu'un qui a la capacité donc, de passer au niveau individuel du côté jaune, on appelle ça jaune, qui est un niveau intégratif, systémique, qui ne s'oppose pas au niveau précédent, mais qui vient reconnaître l'importance de chacun de ces niveaux dans le développement de l'humanité, dans le développement de sa propre vie, et qui est capable d'aller mobiliser à l'intérieur de soi le niveau dont il a besoin. Et non pas d'être projeté dans un niveau, et d'un coup je m'énerve et je passe dans le niveau puissance, et je ne comprends pas pourquoi, ou tout d'un coup je m'accroche à l'autre en disant ne me quitte pas, c'est horrible, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est d'aller mettre de la conscience, en fait, dans les ressources qu'on a en nous, qui sont ces différentes strates, et de pouvoir les jouer avec. Donc si je suis dans un groupe et qu'à un moment donné je n'entends plus rien, je peux rappeler la règle. Si quelqu'un ne comprend pas, je peux expliquer. Si quelqu'un arrive en disant purée, il a plu toute la nuit, là, maintenant t'es en trop, je peux juste le prendre dans les bras en disant purée, ça a dû être chaud. Voilà. Je peux aller jouer avec chacun de ces niveaux de façon de plus en plus souple. Voilà, du coup, c'est cet espace de souplesse relationnelle et du coup d'intégration des paradoxes et dans lequel je peux aussi bien à l'intérieur de moi qu'avec les autres être en écoute du point de vue de l'autre et en même temps de son intériorité, mais aussi me positionner par rapport à des actes qui me semblent pas justes par rapport aux valeurs et à l'évolution de conscience. Que ce soit en respect par rapport à la planète ou en respect par rapport aux plus vulnérables. Et puis, on doit dire qu'on est à peu près là, au niveau jaune, que c'est ce qui est en train d'émerger aujourd'hui, en tout cas ce à quoi on s'attelle. Sa vision du monde, c'est que la vie est un flux. Donc je ne suis pas en train de planifier, je suis à l'écoute des opportunités qui sont proposées, et l'évolution du monde n'est pas linéaire. Je sais que c'est systémique, qu'il y a des interactions, qu'il y a une interaction aussi entre ce que je vis à l'intérieur et ce que je vis à l'extérieur, devenir le changement que tu souhaites pour le monde. Sa manière d'évoluer, c'est beaucoup par la présence, ce qu'on appelle aussi la conscience. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est une phrase, pour moi, c'est un mot-clé. À chaque fois qu'on se sent activé par quelque chose, c'est qu'est-ce qui se passe en moi et entre l'autre et moi. Et ça vient comme calmer la bête, calmer le cerveau limbique qui dit « Défends-toi, interviens, dis-lui quelque chose » pour dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, ça met de l'espace pour aller
notaire éventuellement, ou bien interagir d'une autre manière. Il n'y a pas d'échec, il n'y a plus d'échec. L'échec, c'est une vision orange, rationnelle, il y a juste des expériences. Et chaque expérience, qu'elle soit agréable ou pas, douloureuse ou non, c'est sans doute quelque chose que j'ai co-créé pour apprendre, et la curiosité. Sa manière d'agir dans le monde peut planifier, intuitive, ressentir et ajuster. Voilà, tac, je ressens, j'ajuste, paf, il y a une porte qui se ferme, ok, c'est pas grave, tiens, il y en a une autre qui s'ouvre, j'y vais. Mais dans une éthique, pas dans un opportunisme, mais dans une éthique. Beaucoup le travail en réseau, on n'a pas le temps de développer ça, mais les jeunes, ils sont vraiment ouverts à ça. Ce qui motive, ce qui fait kiffer les jeunes, comme ils disent aujourd'hui, c'est pas tellement ce qu'on leur propose à l'école, qui est un peu le vieux monde. C'est pour ça que le non-schooling se développe de plus en plus de parents qui disent ok, on va faire l'école autrement. Et c'est vrai que ça donne des enfants bio par rapport au McDo, parfois ça donne cette impression. En tout cas. Réseau et créativité. Voilà. Putain, si je suis avec mes potes et qu'on a un truc à créer, voilà, là ça me motive, là j'ai de l'énergie. Voilà. Le niveau holistique turquoise, qui est, je vous en parle, mais en fait j'en ai peu l'expérience. Ni en moi ni autour de moi. Je sens qu'il y a des brefs moments où je peux commencer à le ressentir, mais c'est très en émergence. C'est que la vision du monde, c'est que le monde est un système global, mu par de multiples forces et auquel nous participons, mais auquel on est juste un élément de ce système. Donc on sent bien que l'ego a besoin d'abord de se dissoudre pas mal pour pouvoir aller faire cette expérience, qu'on est tous reliés, que l'enjeu c'est l'élargissement de conscience de l'humanité, de toute l'humanité. Donc dès que je cherche à exclure quelqu'un, peut-être je m'égare. Voilà, que les événements mondiaux sont des façons qu'a la vie d'impulser l'évolution. Sa manière d'évoluer n'est plus préoccupée de sa propre évolution individuelle, mais au service de quelque chose de plus large, du vivant, de l'amour, de l'évolution globale. Voilà, je sais pas, peut-être vous pouvez rencontrer des gens ou des espaces dans vos vies où vous sentez que ah ouais, c'est ça qui est en vie, c'est pas là je veux, c'est ah ouais, tiens, ça, c'est vivant et ça m'appelle. Et sa manière d'agir dans le monde, c'est en lien avec ceux et celles qui œuvrent à l'élargissement de conscience. Donc on voit des réseaux, mais qui sont beaucoup plus ponctuels. En fait, il n'y a pas d'engagement sur la durée. C'est comme s'ils allaient là où ça a besoin d'eux. Et puis si ça n'a plus besoin d'eux et que la lumière a été posée, ils peuvent partir ailleurs. Et puis là, vous voyez, il y a comme un effet d'essaimage. Et enfin, voilà, accompagne et prend soin de ceux qui cherchent le sens de leur vie et de celle du vivant. Voilà. Alors, on en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui. Un grand merci à vous, un grand merci à